Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous apprendra ce que c'est le CSS. Alors, qu'est-ce que CSS signifie? Ça veut tout simplement dire Cascading Style Sheet, ou en français, feuille de style en cascade. Pour vous donner un exemple de ce que c'est le CSS, imaginez une maison. La maison, c'est le HTML. Cette maison sert donc de structure, on y trouve les murs, les portes, les fenêtres, etc. Et le CSS, c'est ce qui va permettre de donner du style à notre maison. C'est avec le CSS qu'on pourra peindre les murs, ajouter des moulures au plafond, ajouter des portes coulissantes, etc., etc. Et dans notre site web, le CSS ne va pas servir à faire l'architecture du site, mais c'est ce qui va permettre au site d'être beau, d'être plus agréable à regarder. Ça ajoute tout simplement du style. Mais vous me direz, comment est-ce qu'on fait du CSS? On a vu que le HTML, ça se faisait avec des balises, mais Clément, comment est-ce qu'on fait du CSS? Il y a 3 façons de faire du CSS. Je vais commencer par la moins pire et je vais finir par la meilleure, la plus conseillée. La moins pire, c'est ce qu'on appelle le inline CSS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'on met du CSS dans les balises. Par exemple, je vais prendre le P de bienvenue. Je vais écrire style. À l'intérieur, je vais mettre par exemple color de point red. Et hop, on voit que la balise est devenue rouge. C'est ce qu'on appelle le inline CSS. C'est pas du tout propre, on l'utilise presque jamais, peut le retrouver de temps en temps dans du legacy code, mais c'est pas du tout quelque chose que je vous conseille de faire. La deuxième manière de faire du CSS, vous pouvez le faire, mais c'est pas trop conseillé, c'est dans la balise head. Vous allez ouvrir deux balises style. À l'intérieur, vous allez par exemple mettre P, accolade ouvrante, accolade fermante. On va mettre color de point blue. Et hop, comme vous le voyez, ma balise P, donc mon paragraphe, est devenue bleue. Et enfin, la dernière et meilleure manière de faire, c'est comme ceci. Vous ouvrez une balise qu'on appelle link. À l'intérieur, vous allez mettre l'argument rel égale stylesheet et vous allez mettre la référence de votre fichier CSS. En fait, cette balise donnera une référence à un fichier CSS dans lequel vous allez mettre tous vos paramétrages de page. Si, par exemple, vous voulez que les textes soient bleus, c'est au sein de ce fichier CSS que vous allez tout mettre. Donc, de mon côté, le fichier, je l'avais déjà créé. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'y avais déjà fait référence. Et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre P pour viser mes paragraphes. Je vais mettre font weight bold. Hop, vous voyez que tous mes P, donc tous mes paragraphes, sont devenus gras. Alors, qu'est-ce que le P signifie? Qu'est-ce que les accolades signifient? Qu'est-ce que font weight signifie? Je vais tout vous expliquer. Lorsqu'on fait du CSS, on doit définir la balise que l'on vise. Si c'est un H1, si c'est un P, si c'est un span, etc., etc., avant de lui dire ce qu'elle doit être, on doit la définir. On va mettre un H1, par exemple. Comme j'ai dit, on va mettre span. Ou là, en l'occurrence, on va mettre un P. Puis, pour dire que tout ce qu'on va écrire s'applique au P, on va écrire tout ça entre des accolades. C'est entre ces accolades qu'on va définir des caractéristiques, un style à appliquer à la balise qu'on a citée juste avant. Et que vous sachiez, on peut appliquer un style à absolument tout ce qu'on trouve sur une page HTML. Je vous ai cité le P, je peux vous citer le body, je peux vous citer HTML. Si vous faites ça, par exemple, je mets color aqua. La couleur aqua va s'appliquer partout, dans tout le texte contenu entre les balises HTML. Alors, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail maintenant, mais que je vous montre à peu près tout ce qu'on peut faire. Je vais mettre du style sur la balise body. Je vais par exemple mettre un background color red. Hop, tout devient rouge. Je vais mettre un text align center. Tous les textes sont maintenant centrés. Je vais mettre un font family courrier new. Vous voyez que la police d'écriture a changé. Voici à peu près à quoi sert le CSS. C'est vraiment lorsqu'on veut styliser notre page HTML. Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui portera sur les sélecteurs en CSS. On va ici voir comment cibler un ou plusieurs éléments de notre page. Pour que vous puissiez imaginer la chose, disons que le HTML, c'est une ville. Le CSS, c'est le facteur. Et le sélecteur, c'est l'adresse exacte où on doit livrer le style de notre page. Dans notre exemple, j'ai écrit P, je lui ai associé un style, et de ce fait, tous les P
de notre page auront ce style. Un autre exemple, ici, on voit qu'on a la classe chartreuse. Si j'applique à la classe chartreuse la couleur chartreuse, tous les éléments qui ont la classe chartreuse se verront appliquer les styles que j'ai associés à la classe chartreuse. On verra plus tard ce que sont les classes. Dernier petit exemple que vous puissiez comprendre, on a créé un ID orange sur H2. Ici, si pour l'ID orange, je mets une couleur orange, tous nos éléments qui ont l'ID orange se verront appliquer le style défini dans notre fichier. Alors, je dis tous les éléments qui ont l'ID orange, il faut savoir qu'un seul élément par page doit avoir un ID. L'ID est unique. Une seule balise doit avoir un seul ID. Les classes peuvent être partagées, les ID, non, c'est unique. On verra en détail un peu plus tard ce que c'est. Alors, dans notre page, on peut voir qu'on a deux balises P. Une balise bienvenue et une balise je suis un paragraphe dans une div qu'on voit juste ici. Alors, pour que vous puissiez comprendre, je vais ajouter une petite balise P. Je vais mettre je suis Clément dedans. Hop, comme on peut voir, la balise est déjà, le texte de la balise est déjà gras. Pourquoi? Parce que ici, dans le fichier CSS, j'ai défini que toutes nos balises P auront un texte en gras. Si par exemple là, je mets à 100, hop, toutes nos balises P rétrécissent. Alors, le font weight, ce n'est pas la police d'écriture, mais c'est plutôt l'épaisseur des lettres. On peut voir qu'on peut mettre du texte, mais on peut aussi mettre des valeurs en texte. On peut mettre bold, bolder, on peut mettre du 200. Voilà, ça accepte. Si vous ne savez pas quelle valeur ça peut prendre, vous faites option espace, vous faites CTRL espace sur Mac, sur Windows, je suis désolé, je ne sais pas, et vous verrez les valeurs que vous pouvez entrer. En l'occurrence, on va mettre du 100. Et comme vous avez pu le voir, toutes mes balises P héritent de ce style. Alors, je vous ai parlé des classes, mais qu'est-ce que c'est les classes en CSS? Les classes, c'est tout simplement quand on veut partager un style entre plusieurs balises. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit classe chartreuse sur 3 balises, sur H2, sur span et sur un deuxième H2. Dans mon fichier CSS, il ne me restera plus qu'à définir des éléments de style que je veux associer à cette classe chartreuse. Alors, après avoir défini la classe chartreuse, comme j'ai pu dire, dans notre fichier CSS, il ne faudra pas juste écrire chartreuse. Non, ça ne marchera pas. Il faut faire point chartreuse. Et là, notre éditeur de texte comprend que tout ce qui va suivre va s'appliquer aux classes chartreuses. Là, on va mettre color chartreuse en l'occurrence et pardon, j'ai oublié un R. Et hop, on peut voir que nos balises qui ont la classe chartreuse se voient appliquer le style qu'on a défini pour la classe chartreuse. En toute logique, c'est exactement la même chose pour l'ID, sauf que l'ID est unique. Plusieurs balises peuvent partager une même classe, ça a été fait pour ne pas qu'on se répète, mais un ID, c'est unique. Je peux ici mettre l'ID orange sur la balise H2, il ne va rien se passer, mais ce n'est pas une bonne pratique. Si on veut partager un élément de style entre plusieurs balises, utilisez les classes. Donc, pour définir un comportement sur nos ID, on va faire dièse. En l'occurrence, orange. J'ouvre les accolades, je vais mettre color orange. Hop! Alors, comme je vous ai dit plus tôt, je pourrais ajouter l'ID orange à mon H2. On voit bien que le style s'applique, mais ce n'est pas du tout une bonne pratique. Alors maintenant, une question se pose, c'est si je veux appliquer un même style sur plusieurs balises différentes, comment est-ce que je fais? Si par exemple les balises sont des P, des H1 et des H2, est-ce que je vais faire par exemple P color red? Est-ce que je fais H1 color red et H2 color red? Non. Alors, simplement, on va faire P, virgule H1, virgule H2. Hop, et là, vous voyez que
La couleur rouge s'applique à la fois au H1, au H2 et au P. Pas besoin de faire toute cette tambouille. Non, on ne se répète pas. Maintenant, comme vous avez pu le voir dans le HTML, on a des balises qui s'embriquent. On a des balises les unes dans les autres. Par exemple, on a le P, juste ici, paragraphe dans une div, qui donc est fils d'une div. Si on veut viser, par souci de compréhension, j'ai changé le texte, j'ai mis span dans une div. Si on veut viser ce span expressément, comment est-ce qu'on fait? Ici, vous allez me dire, je peux tout simplement faire span, je vais lui mettre color blue violet. Je pourrais faire ça et ça marche. Sauf qu'en l'occurrence, on veut viser ce span précisément. Donc, comment on peut faire? On peut tout simplement faire div span. Voilà. En mettant div espace span, je dis que le style s'applique au span qui est l'enfant du div. Il y a aussi une autre technique, c'est faire avec un chevron. Et là, on dit qu'on vise l'enfant direct du span. Voilà. Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à maîtriser les couleurs, les tailles des textes, les polices d'écriture, etc., etc. On va encore plus rentrer dans le détail de comment styliser notre page HTML. Comme j'ai pu vous le montrer plus tôt, lorsqu'on veut donner de la couleur à notre texte, il suffit d'écrire color et choisir une couleur. Encore une fois, si vous faites CTRL espace, vous verrez tout plein de couleurs qu'on vous propose. Les couleurs peuvent s'écrire en texte, directement comme vous avez pu le voir, j'ai écrit red, peuvent s'écrire en hexadécimal, par exemple si je mets dièse E74C3C, hop, on retrouve une autre variante de rouge. Les couleurs peuvent aussi s'écrire en RGB, alors on va mettre RGB, on va mettre des valeurs. Hop, on retrouve la même variante de rouge. Il y a aussi le RGBA. Voilà, enfin, il y a autant de RGBA, HSL, etc., etc. La plupart du temps, on les écrit en hexadécimal ou directement en texte. Mais sachez qu'il y a plusieurs manières de définir les couleurs de notre texte. Je vais laisser comme ça, j'aime bien, c'est un peu couleur pastel. Sachez que tout ce qui concerne les couleurs s'applique partout. Là, j'écris color, j'écris des choses. Mais si je fais background color, je peux choisir à quoi. Voilà, je peux choisir une valeur hexadécimale. E74C3C. Hop. Et bien évidemment, je peux choisir aussi du RGB. Voilà, on va mettre la même valeur. Hop. Donc voici comment appliquer une couleur à un ou plusieurs éléments. Maintenant, en ce qui concerne la taille de la police, je vais le définir dans le body. Comme ça, la taille s'appliquera à tous mes éléments. C'est avec la font size. Font size, je vais mettre large. Hop, vous voyez que mon texte devient large. Je vais mettre small. Hop, mon texte devient petit. Encore une fois, on peut mettre des valeurs en texte ou on peut mettre des valeurs numériques. Je peux mettre 18 pixels. Hop, mon texte fera 18 pixels. Si je veux donner une certaine taille relative à mes éléments, on pourra jouer avec la hauteur et la largeur de chacun d'entre eux. Par exemple, on peut ajouter une width, 5%. Hop, on voit qu'ils prennent seulement 5% de l'espace qu'ils devraient prendre. Sachez qu'on peut jouer avec la hauteur, la height et l'épaisseur, la width. Retournons sur la font size. La font size, du coup, elle peut se faire en pixels, elle peut se faire en EM, c'est une unité de mesure. Voilà, ça devient gigantesque. On peut faire en REM, qui est une autre unité de mesure. On peut la faire en view height, donc la taille de la fenêtre. Et on peut la faire en view width, donc l'épaisseur de la fenêtre. Voilà. Si je devais vous conseiller quelque chose, ce serait plus les EM. On va mettre en 1.2 EM. Voilà, et sachez qu'il y a tout plein de paramètres qu'on peut modifier. Là, on va mettre font weight bold. Ça, on l'a déjà fait. On va mettre text align right. On va mettre notre texte tout à droite. On va mettre un peu de letter spacing. On va mettre 20 pixels. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'espace entre les lettres s'est agrandi. On va mettre du line height 5.
Voilà, l'espace entre chaque ligne s'est augmenté. On va faire du texte transformation uppercase. Hop, tout notre texte devient en majuscule. Et on va faire du texte decoration underline. Voilà, nos textes sont à présent soulignés. Bon, je les ai mis juste pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire. Ça devient illisible, c'est très moche. Je vais tout supprimer. Si vous voulez définir une police d'écriture, ça sera avec Font Family. Et là, on nous propose tout plein de polices d'écriture. Voilà, ça a changé. Sachez que vous pouvez importer des polices d'écriture directement depuis Google Fonts. Tout sera expliqué sur leur site. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le box model en CSS. Dans le box model, on parlera du margin, des bordures, du padding. Qu'est-ce que c'est le box model? Alors, il faut voir nos balises HTML comme ceci. Au centre, on aura le contenu de notre balise, donc le texte, tout ce qu'on aura défini entre nos balises. La couche d'après, ça sera le padding. On va voir ce que c'est plus tard. La couche d'après, ça sera le border, donc la bordure. Et enfin, la dernière couche, ça sera le margin. Si j'ai deux balises qui se trouvent l'une à côté de l'autre, voilà comment celles-ci interagiront. C'est ça que vous devez comprendre. Pour que vous puissiez bien comprendre, on va mettre un petit background color. En noir, je vais enlever l'épaisseur. Voilà. À cette div, on va ajouter un petit padding. Je vais mettre 10 pixels. Hop, vous voyez que au sein même de la div, un espace de 10 pixels a eu lieu. Regardez, je viens de retirer, je remets. C'est au sein même de la div que l'espacement a eu lieu. Si vous avez vu, la div n'a pas bougé. Juste ici, là, l'espace entre l'espace entre la div et la bordure de mon navigateur n'a pas bougé. Donc lorsqu'on met du padding, c'est bien un espacement au sein même de la div. Contrairement au margin, qui lui met un espacement externe. C'est un espacement externe qui va venir contraindre la div. Vous commencez à comprendre. L'unité de mesure, actuellement, j'ai mis en pixels. Vous pouvez mettre des EM, vous pouvez mettre des REM, vous pouvez mettre des pourcents, etc., etc. Tout fonctionne. Je vais rester en pixels. Récapitulons. Le padding, c'est l'espace entre le contenu de ma div et son bord. Et le margin, c'est l'espace entre ma div et une autre div. Quid des bordures? Alors, les bordures se définissent avec border. Ici, on va mettre des pixels solid red. Hop. Pour que ce soit un peu plus visible. Vous voyez que mes divs P ont maintenant une bordure de 3 pixels en ligne droite rouge. Là, je le définis de la manière la plus rapide possible, mais si je veux définir autrement, je peux faire border style, je vais mettre dashed. Hop. Je vais mettre border color, je vais mettre red. Hop, je vais mettre border width, je vais mettre 20 pixels. Hop. Et là, je vais mettre border radius 20 pixels. Alors, qu'est-ce que c'est le radius? Le radius, c'est les angles. Là, si je mets par exemple 50 pixels, ça devrait... Voilà, c'est limite un ovale, c'est oblong. Alors que si je mets 10 pixels, hop, on voit que c'est un peu plus sharp, il y a un peu plus d'angle. Maintenant, sachez que vous pouvez donner une hauteur et une largeur à vos divs. Si je fais width, donc épaisseur, et que je mets 50 pixels, hop, voici la taille que va prendre ma div. Maintenant, si je définis une hauteur de 500 pixels, hop, voici la taille que prend maintenant ma div. Voici comment les divs interagissent entre elles au sein de notre page HTML avec une hauteur, une largeur, une bordure, un margin, un padding, etc., etc. J'espère que ceci aura été clair pour vous. Il faut vraiment que vous gardiez en tête ce schéma. Voici comment les divs interagissent entre elles. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir un élément fondamental du CSS, j'ai nommé le positionnement. Dans cette vidéo, on va apprendre à déplacer n'importe quelle div, qu'on veuille la placer en haut, à gauche, à droite,
en bas, etc., etc. On va pouvoir coller une div à l'écran de manière à ce que lorsqu'on scrolle, la div ne se déplace pas. Et pour ce faire, je vais créer une div span. À l'intérieur, je vais mettre exemple. Je vais lui mettre une classe exemple. Et maintenant, en CSS, exemple. Voilà. Pour positionner mon élément, alors pour que vous puissiez mieux comprendre, vous savez quoi? La span, je vais la placer juste ici. Là, vous voyez mon exemple à l'écran. Donc, pour la placer n'importe où sur ma page HTML, je vais faire position de points. Et là, je vais pouvoir choisir plein d'éléments. Je vais faire absolute. Je vais faire top 20 pixels. Hop, mon élément s'est déplacé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je fais position absolute, je pars du premier pixel tout en haut de la page. Donc, relativement à ce pixel, je décide de déplacer ma div de 20 pixels en partant du haut. Si là, je fais left 30 pixels, mon élément, relativement au premier pixel de la page, il sera placé à 20 pixels du haut, 30 pixels de la gauche. Absolute fait l'opposition à relative. Lorsque je fais relative, regardez où est-ce qu'on retrouve mon élément. Pour rappel, voici où est-ce qu'il était situé, juste ici. Et si je fais relative, les propriétés que je vais lui donner, par exemple top et left, ça sera relativement au point où ma div se trouvait. La voici, après avoir mis top 20 pixels, left 30 pixels, par rapport à sa position initiale, donc du départ, on l'a déplacé de 20 pixels depuis le haut et de 30 pixels depuis la gauche. Donc position absolute, position relative, ces deux éléments qu'on utilise énormément en CSS, ils sont vraiment indispensables. Et on en a un troisième qui pour le coup est vraiment utilisé pour les navbars par exemple. Je vais vous le montrer, on va le mettre dans bienvenue. Classe, on va l'appeler fixed. Je vais faire position de point fixed et regardez ce qui se passe. Où est-ce qu'il est mon... Voilà, mon bienvenu est juste ici. Je vais lui enlever le background color, ce sera un peu plus visible. Et alors, pour que vous puissiez mieux comprendre, j'ai ajouté quelques breaks pour avoir des sauts à la ligne. Donc, mon bienvenu, je l'ai mis en position fixed. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au scroll, mon bienvenu ne bouge pas. Comme vous pouvez le voir, il ne bouge pas. Et ça, c'est bien utile quand on veut faire des navbars dans notre site internet, lorsqu'on veut que notre utilisateur scrolle, mais qu'il puisse avoir accès à tous nos menus. Dans la navbar, on va lui mettre en position fixed. Comme ça, sa position ne changera jamais malgré le scroll. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que c'est Flexbox. À quoi sert Flexbox? Ça sert à aligner et centrer toutes les divs de notre page. On va faire ça avec des démonstrations concrètes et des analogies claires. Alors, qu'est-ce que c'est Flexbox? Avant de répondre à ce que c'est Flexbox, on va voir le problème que Flexbox est venu résoudre. Avant Flexbox, positionner un élément ou le centrer dans notre page, c'était vraiment une galère sans nom. Et avec l'arrivée de Flexbox, on a pu avoir une sorte de layout avec des colonnes et des lignes et ça a vraiment facilité les choses. Pour vous montrer ça, je vais supprimer tout plein d'éléments. Je vais créer une div, je vais lui mettre une petite classe, container, et à l'intérieur, je vais faire d'autres divs. Je vais classe item 1, toc et toc. On va mettre 2 et on va mettre 3. Après avoir défini la div container et les div items qui sont les enfants, tout simplement, on va venir ajouter des éléments à container. On va lui mettre display flex. Hop, on voit que les éléments sont passés de à la ligne, les uns en dessous des autres, à tous sur la même ligne. Je vais mettre un
border, un pixel solid black. Alors, comme on a pu voir jusqu'ici, le display flex a juste permis de mettre les éléments tous sur la même ligne. Si je supprime, hop, on voit qu'ils reprennent leur place initiale. Maintenant, si je veux avoir un peu plus la main mise sur le remplacement, je peux faire flex, direction, la row. Ça va les laisser en ligne. Je peux faire row reverse. Hop. Ils se retrouvent à l'opposé. Je peux faire colonne. On va les laisser en colonne. Ils reviennent dans leur état initial et on peut faire colonne reverse. Hop. Bon, je pense que vous avez commencé à comprendre. Alors, si on veut toujours aligner les éléments sur un axe principal, on a justify content. Là, je peux faire flex start. Ils ne vont pas bouger. Je peux faire flex end. Ils se retrouveront à l'opposé. Je peux faire center. Hop, l'élément se retrouve au milieu. Je peux faire space between. Regardez ce qui va se passer. Hop, un espace apparaît entre chaque div. Je peux faire un space around. Voilà, et je peux faire un space evenly pour qu'il y ait les mêmes espaces entre chaque div. Maintenant, si je souhaite ajouter de l'espace entre chaque div, je peux ajouter gap. Je vais mettre gap 20 pixels. Hop, j'ajoute un petit gap entre chaque div. Un petit espace donc. Maintenant, si je veux placer une div au milieu de la page, autant de manière verticale que horizontale, je vais mettre un justify content center. Je vais mettre une height de 200 pixels et je vais mettre un align item center. Hop, regardez ce qui se passe. On voit que le justify content, c'est pour placer nos divs de manière horizontale et le align item, c'est pour le placer de manière verticale. Regardez, j'enlève le justify content. Hop, on voit que de manière verticale, après avoir défini une taille en toute logique, notre élément est placé au milieu de manière verticale. Donc voici comment placer, comment centrer nos divs. Si on a des divs parents, des divs filles, voici comment on joue avec leur position sur notre page HTML. Maintenant, je dois vous parler d'un sujet qui sont les media queries. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça rentre dans ce qu'on appelle le responsive design. Et le responsive design, ça va permettre à nos divs de s'adapter en fonction de la taille de l'écran. On va leur dire si notre écran fait cette taille, alors agit comme ceci. Alors, pour définir un comportement en fonction de la taille de l'écran, on va faire arrobase media screen end. Et là, on va définir soit une taille minimum ou soit une taille maximale. On va faire max width. Deux points, on va mettre 700 pixels. Et là, on va dire par exemple body color red. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que jusqu'à 700 pixels de largeur, tout le texte sera écrit en rouge. Au-delà de 700 pixels, le texte redeviendra à sa couleur normale, c'est-à-dire noir. Regardez, lorsque je diminue la page, hop, mon texte devient rouge. J'augmente, hop, on appelle ça le breakpoint. Là, on est par exemple à 699 pixels, le texte s'écrit toujours en rouge. Hop, je passe à 700. À partir de 700, mon texte redevient noir. On peut par exemple faire display none. Donc, jusqu'à 700 pixels, mon texte, rien n'apparaît. Et à partir de 700 pixels, mon texte apparaît. C'est comme ceci qu'on peut cacher des éléments sur mobile et pas sur ordinateur, ou vice-versa. Voilà, donc c'est avec les media queries qu'on peut définir comment nos divs doivent se comporter en fonction de si on est sur mobile, en fonction de la taille de l'appareil de notre utilisateur. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les pseudo-classes. Qu'est-ce que sont les pseudo-classes? L'une que je voulais aborder avec vous, c'est le hover. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hover, c'est demander un comportement au passage de la souris. Par exemple, là, je vais mettre container, hover, hop, et là, je vais mettre par exemple color chartreuse. Alors, ça veut dire que jusqu'à 700 pixels, lorsque je passerai la souris dans container, c'est-à-dire
cette div, la couleur deviendra chartreuse. Hop, je réduis la taille, je passe la souris, hop, vous voyez que la couleur devient chartreuse. Alors, sachez que vous pouvez adapter n'importe quel comportement. Je peux lui mettre une height de 500 pixels, je peux lui mettre un background color red, je peux lui mettre un border, un pixel, 10 pixels, dashed, green. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, je passe la souris, hop, on voit que ma div change de comportement. Voici les bases du CSS que je souhaitais vous partager. Bien évidemment, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, que ce soit le NTH child, la pseudo-classe active, before, after. Voilà, le CSS, vraiment, on n'arrête jamais de l'apprendre, on découvre toujours des nouvelles choses. Jusque-là, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses dans mon cours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous s'il vous plaît. C'est hyper important pour moi. Je vous dis à bientôt sur un cours hyper détaillé sur le JavaScript. Salut tout le monde!